Emmanuel Macron veut autoriser les Ukrainiens à viser le sol russe avec des armes françaises. Il l'a dit lors d'une conférence de presse avec le chancelier allemand. Jusqu'ici, c'était impossible afin d'éviter d'entrer en co-belligérance. Les États-Unis s'y refusent par exemple, mais le président Macron veut l'autoriser pour viser des bases russes qui frapperaient le territoire ukrainien. Alors parlons vrai, est-ce que frapper le territoire russe avec des armes françaises nous rend encore plus co-belligérants ? Craignez-vous une escalade du conflit ? Est-ce que la France n'est pas isolée, les Américains ne voulant pas, mais les Allemands ne voulant pas non plus livrer des missiles de croisière Taurus à l'Ukraine pour frapper le territoire russe ? Et à cette question, Emmanuel Macron a-t-il raison d'autoriser l'Ukraine à frapper des objectifs militaires en Russie avec des armes françaises ? Vous dites non à 94% désormais. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Avant de retrouver notre invité Jean Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, et auteur du livre France, une diplomatie déboussolée, publié aux éditions L'Inventaire. On fait un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que ça risque pas de mettre vraiment le feu aux poudres ? Peut-être, mais en même temps, comme on entend de manière constante qu'il est fondamental que l'Ukraine ne perde pas cette guerre, parce qu'en réalité, l'impérialisme de Poutine pourrait s'attaquer à d'autres pays. Je me demande si la seule manière de permettre un changement du rapport de force, puisqu'apparemment à l'heure actuelle, l'Ukraine est en mauvaise posture militaire, ce ne serait pas d'autoriser, comme le souhaite le président de la République, de cibler des objectifs sur le territoire russe. Peut-être que c'est dangereux, sûrement même, mais est-ce que ça ne rétablirait pas un rapport de force et peut-être conduirait Poutine à envisager une solution politique qu'à l'heure actuelle il refuse, puisqu'il est en état de supériorité ? Jean-Michel Fauvergue. En première chose, concernant Biden, je pense pas qu'il dise la vérité concernant l'utilisation des armes américaines. Juste, il le dit pas, ou alors il dit le contraire, et ça c'est une chose. Deuxièmement, l'Angleterre aussi autorise l'Ukraine à utiliser ses armes pour frapper dans les profondeurs, comme disent les militaires. Ensuite, frapper dans les profondeurs, c'est-à-dire aller détruire des cibles dans le territoire ennemi qui vous impacte sur votre pays à vous, c'est quelque chose qui semble fondamental pour mener une guerre. Sinon, on a un vrai gros problème. Et la deuxième et autre chose aussi, le fait de frapper en Russie même peut aussi impacter l'opinion publique russe qui, pour l'instant, ne bouge pas et semble ne pas être au courant qu'il y a une guerre de quelque ampleur qu'elle soit. Olivier D'Artigol. Oui, rapidement. On se situe sur une ligne de crête qui est bien évidemment celle de la co-belligérance. Je trouve que ça ne fait pas l'objet, malheureusement, d'un débat très transparent dans notre pays. Moi, j'aimerais un débat au Parlement ? Oui, bien sûr, un débat au Parlement avec vote. Parce que il en relève, c'est bien sûr un domaine réservé du président à ce stade-là. Mais si on devait aller plus en avant dans un engagement, il faudrait en saisir le Parlement. Et puis, je trouve que la dissonance franco-allemande sur le sujet est un vrai problème. Elle n'a pas été évacuée lors de la visite d'État d'Emmanuel Macron, loin s'en faut, en Allemagne. Et c'est là quelque chose qui isole la France, il me semble. Jean Glignasti, est-on sur une ligne de crête de la co-belligérance ? Les trois vraies voix ont parlé de co-belligérance. La co-belligérance, ce sont les Russes qui vont en décider. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une certaine logique à permettre aux Ukrainiens de détruire les endroits à partir duquel ils sont eux-mêmes bombardés. Et donc, ça reste en fait tout le long de la frontière russe, c'est pas dans la profondeur. Et de toute façon, les armements que nous dispensons, c'est-à-dire les Scalp, ils ont au maximum 300 km de portée. C'est donc des missiles de croisière, les Scalp, dans la pour les zone auditeurs, du conflit. Mais sur le fond, la co-belligérance, c'est un cran de plus, bien entendu. Et le problème, c'est que si on est tout seul, et comme vous l'avez dit très justement, les Allemands ne sont pas d'accord, les Américains ne sont pas d'accord non plus. Et donc, si on se trouve tout seul, il y aura des mesures de rétorsion, c'est évident. Donc, il faut les assumer si on prend cette décision.
Philippe Bilger veut réagir. Monsieur l'ambassadeur, comment voyez-vous la possibilité d'une solution politique? Vous avez évoqué des contacts officieux qui se déroulent entre les diplomaties, vraisemblablement, mais pour le profane, on ne voit rien de tangible. Est-ce que vous pensez que cette situation peut durer tout le temps sans espoir de solution politique? Je crains en tout cas que l'année qui vienne, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2024, et pour tout dire jusqu'aux élections américaines, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que pour les Russes, l'interlocuteur principal, c'est les États-Unis, et que pour l'instant, ils ont une position maximaliste, et que du côté ukrainien, on a aussi une position maximaliste. Le plan de paix ukrainien est un plan où il faut tout, quoi. C'est-à-dire, il faut récupérer l'intégralité des territoires, obtenir des compensations à 100%, des garanties d'approvisionnement énergétique, etc. Donc, en fait, tout le monde est dans chacun des deux partenaires antagonistes est sur sa position extrême. Et pour l'instant, l'enjeu, c'est qui aura les meilleures positions sur le terrain pour un moment de négociation qui devra arriver, mais sur lequel, je le regrette beaucoup, ce sont les Américains qui décideront du moment, de la forme et de la façon dont ça se déroulera. Olivier d'Artigol ou Jean-Michel Fauvergue, chacun son tour. Oui, moi je voulais vous demander, monsieur l'ambassadeur, il y a non seulement cette frappée dans les profondeurs avec les missiles, mais aussi il y a eu une déclaration sur l'installation de militaires français et d'instructeurs. Conseil militaire, c'est ça. Est-ce que là on est dans le même schéma? Oui. Parce que à chaque fois, c'est un petit... D'abord, il faut peut-être faire une différence entre ce qui est la déclaration et la réalité des choses. Oui. Ça fait longtemps qu'on a donné les scalps et tout le monde sait que pour régler un scalp, il faut un expert français. Donc il y a très probablement déjà des spécialistes sur place, comme il y a des spécialistes anglais et comme il y a, bien qu'ils ne le disent pas, des spécialistes américains. Ben oui. Alors le problème, c'est de le faire discrètement. Le deuxième, c'est de l'annoncer. Donc l'annoncer, c'est déjà un petit pas de plus dans l'escalade ou la contre-escalade et qui entraînera évidemment des mesures spécifiques de rétorsion. Ce qu'il y a d'inquiétant, c'est quand la France est isolée devant et qu'elle risque de prendre les coups que d'autres se gardent bien de risquer de prendre. Olivier d'Artigol. Oui, d'ailleurs, sur ces instructeurs, c'est pas forcément des militaires, hein, ça peut être des ingénieurs, des techniciens de sociétés d'armement et de défense. Première chose. Exactement. Moi, je suis total. Sauf que maintenant, on a dit qu'on allait envoyer des instructeurs. Je sais bien, c'est pour ça qu'il me semble que la parole présidentielle devrait être beaucoup plus formatée sur des sujets aussi sensibles et sérieux. Après, je partage totalement votre avis sur le fait que tout cela est corrélé à l'agenda des élections présidentielles aux États-Unis. Bien évidemment. Et on manque d'éléments, Philippe Bilger l'a dit, sur quid de la diplomatie souterraine, qu'est-il en train de se jouer ou pas? Est-ce que c'est un élément chaud ou tiède ou froid? Est-ce qu'il se passe des choses? Et puis, quels sont aujourd'hui les objectifs de guerre de la Russie? Jean-Louis Lignasti. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que les Russes ont toujours maintenu un certain flou sur leurs priorités. Disons, en gros, leurs objectifs, on les connaît. La question, c'est le dosage. Ça fait 20 ans que les Russes disent qu'ils n'accepteront pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Donc là, il y a une cohérence russe totale depuis des dizaines d'années. Et donc, on sent bien que la priorité, c'est la neutralisation de l'Ukraine par rapport à l'OTAN. Cela dit, on en est loin actuellement, comme vous le savez. La deuxième chose, c'est que les Russes ont annexé 4 grands oblasts, 4 grandes régions ukrainiennes. Est-ce que maintenant ils sont capables de négocier ça contre la neutralisation de l'Ukraine? Ils avaient commencé à le faire, mais c'était le 30 mars 2022 à Istanbul. Et à l'époque, disons, l'échec de la première offensive russe était patent. Ils n'ont pas réussi à prendre Kiev. Et il y avait encore un moyen d'équilibre des forces et tout ça. Donc il y avait des possibilités qui n'existent pas maintenant. Mais on en reviendra au moment, si Dieu veut, de la négociation et du compromis, à l'échange neutralité contre restitution de territoire occupé par la Russie. Le sujet fait réagir au 0826 300 300, direction Limoges. Bonsoir Benoît.
Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit autoriser les Ukrainiens à frapper des objectifs militaires russes en territoire russe? On doit les autoriser si on veut une escalade de la guerre. Moi, je pense que ça serait bien d'arrêter un petit peu les frais. Et M. Macron nous emmène tout doucement, mais sûrement, vers une guerre avec la Russie. Déjà, on abreuve les Ukrainiens de milliards d'euros européens, 70 à venir, 77 déjà versés, 400 pour la reconstruction. Et Monsieur Macron continue à haranguer les Russes, à pousser à la guerre. Et ça, je trouve ça quand même assez problématique. Alors, Ce monsieur est fou. Alors ça, c'est votre avis. Merci beaucoup, Benoît de Limoges. On va faire réagir Jean de Glignasti. Est-ce qu'on peut aller, comme le dit Benoît, vers la guerre entre la France et la Russie? Et qui dit guerre entre la France et la Russie dirait guerre entre l'OTAN et la Russie. Mais je ne suis pas sûr. Le problème, quand vous êtes seul en face, en pointe, et que vous n'êtes pas suivi par les autres, c'est que vous risquez d'avoir des difficultés, j'allais dire, strictement bilatérales. Le chancelier allemand s'est bien gardé de céder sur les Taurus. Le président américain a dit que l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'était pas à l'ordre du jour. On a dit, nous, le contraire, lors de la visite bilatérale de Zelensky à Paris il y a quelques mois. Et donc le risque, c'est de se trouver tout seul, en pointe, et donc par manque peut-être de concertation ou d'acceptation d'un point de vue moyen avec nos partenaires, nous prenons des risques particuliers. Ça sera pas l'OTAN, ça sera la France. Et quand notre président fixe dans l'interview de The Economist d'il y a un mois, une revue magazine anglais, il a dit il y a deux conditions pour l'intervention française sur le terrain, c'est une percée russe et une demande officielle du gouvernement ukrainien. La demande officielle, il y a déjà des députés de la Rada, du Parlement ukrainien, qui la demandent, donc ils demandent à leur gouvernement de présenter une demande d'intervention à la France. Et quant à la percée russe, Dieu seul sait s'il y en aura ou pas. Et une fois que les deux conditions seront remplies, qu'est-ce qu'on fait? On y va tout seul, les autres ont dit qu'ils n'y allaient pas, ou bien alors on mange son chapeau, donc on s'est mis dans une situation incontestablement difficile. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur l'ambassadeur, où vous situez-vous dans le débat qui oppose ceux qui considèrent que, en réalité, il y a seulement un conflit et il est déjà suffisant entre la Russie et l'Ukraine, et d'autres qui imaginent que Vladimir Poutine est un danger pour d'autres pays et que si on ne l'arrête pas, évidemment, sa volonté de pouvoir ira beaucoup plus loin. Vous êtes plutôt sur la, j'allais dire, la branche extrémiste, très pessimiste, ou sur la première? Le rapport entre les budgets 2023 de l'OTAN et de défense, donc les dépenses militaires de l'OTAN et les dépenses militaires russes, c'est 8%. Les Russes représentent 8% des dépenses militaires de l'OTAN en 2023. Par ailleurs, les Russes ont reçu une correction, il faut le dire, par l'armée ukrainienne toute seule, avant même que l'aide européenne et occidentale n'arrive, dans les premiers mois de la guerre. Donc l'armée russe, c'est pas... et on voit qu'actuellement ils piétinent, alors que c'est leur intérêt absolu de percer maintenant avant que les armements occidentaux n'arrivent. Donc les performances de l'armée russe sont pas particulièrement convaincantes. Et enfin, dernier point, les Russes ont une catégorie très claire dans leur esprit, une différence entre l'étranger proche, et l'étranger proche, ce sont les anciennes républiques socialistes soviétiques qui appartenaient, à l'URSS et dont la Russie prétend qu'actuellement elles doivent rester sous son influence. Et puis le reste, la Russie n'a jamais eu l'intention de reconquérir la Pologne, la Hongrie, etc. Ça n'a aucun sens. Donc en revanche, quand on fait partie de l'ancienne ère de l'URSS, là, il y a lieu de s'inquiéter, mais pas plus. Merci beaucoup Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France à Moscou, directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique, et auteur du livre « France, une diplomatie déboussolée », publié aux éditions L'Inventaire. Merci Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue et Olivier d'Artigol, ce fut un plaisir. J'ai noté que vous étiez spécialiste du missile Scalp. Est-ce que ça... Ça a un rapport avec ma coupe de cheveux? Est-ce que... Non.
Bonne question. Je me suis posé la La question. stratégie du pas de terre brûlée, c'est le front brûlé. Absolument. Merci beaucoup encore à vous, Jean de Guignasti. Tout de suite, les vrais voix responsables. On va parler de la French Tech avec 4 belles entreprises de la French Tech: Watt, Foodles, Équateur et Greenly. Restez bien avec nous sur Sud Radio.